l'ensemble, donc les autorités civiles et militaires qui sont présentes, et le public évidemment. Donc merci d'être présent en nombre. En ce mois de juillet, en plus, tout particulier, puisque c'est un petit peu le mois des armées, le mois des militaires, il nous paraissait important de mettre en avant donc, les militaires de ce pays. Et nous allons certes parler de chiffres, mais avant tout, on va parler, on va en tout cas saluer des femmes et des hommes qui servent la population, qui exercent leur métier pour nos populations, pour nos entreprises, et parfois au péril de leur vie. Très récemment, 2 gendarmes sont décédés en métropole et en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est pour rappeler que au-delà de ce qu'on va aborder ce soir, c'est avant tout des hommes et des femmes qui s'engagent pour l'intérêt général. Alors comment les forces armées et de gendarmerie impactent nos entreprises ? Alors, ce sont 2 institutions qui ont des missions complémentaires, qui vont être représentées par les généraux présents, et qui dépensent chaque année plusieurs milliards de francs sur le territoire, à la fois en salaire et en investissement. Ces investissements rejaillissent sur notre économie et sur l'activité de nos entreprises. Le général Barrera va vous présenter les investissements programmés par les FANC et le détail des marchés de travaux. En termes de sécurité, concernant la gendarmerie, en termes de sécurité des locaux professionnels, la gendarmerie est très active depuis plusieurs années avec la CCI sur des dispositifs au plus proche des entreprises. On pense évidemment à Alerte Commerce Entreprise. Ils sont aussi très proches des populations, très proches de leurs besoins et de leurs besoins à la fois économiques, mais surtout évidemment sociaux. Les FANC et la gendarmerie tissent des liens donc avec les populations locales, notamment dans les tribus. Et sur la formation, plus de 1000 Calédoniens reçoivent une formation militaire chaque année, dont plus de la moitié au RSMA. On salue les personnes du RSMA ici présentes. On connaît l'efficacité en matière d'insertion des jeunes, des formations dispensées par le RSMA. Et donc cette année, une 3e antenne s'ouvre à Bourail. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'interactions avec nos populations et surtout donc, ce soir avec nos entreprises. Donc on les en remercie et sans plus tarder, on va laisser la parole au général Barrera. Merci et bonne soirée à tous. D'accord. Bon, Monsieur le Président, Monsieur l'adjoint au maire, voilà. Vous tous ici présents, vos grades et qualités, permettez-moi d'être très heureux de venir ici pour la première fois, même si ce n'est pas mon premier séjour en Nouvelle-Calédonie, puisque j'étais là il y a 15 ans. Donc j'ai pu faire aussi une petite... Enfin voilà, j'ai pu comparer ce qu'était la Calédonie que j'ai connue il y a 15 ans, quand j'étais lieutenant-colonel à l'époque. Et puis ensuite, retour 15 ans après, et c'est pour moi un vrai bonheur. Même si tout cela a été un peu perturbé par la crise Covid, on pourra en parler aussi, on pourra parler d'économie, mais on pourra aussi parler sécurité, voilà, on pourra parler de plein de choses. Donc moi je serai ouvert à toutes vos questions. Donc c'est un grand honneur d'être parmi vous ce soir. Je remercie le président David Guyenne de cette initiative, avec Christophe Marietti, on est vraiment très heureux d'être ici. Voilà, je vais vous présenter les FANC et d'abord, je vais vous faire une présentation globale des FANC, et puis après, je vous parlerai des impacts économiques. Mais moi, ce que je voudrais que vous reteniez, et ça me paraît important, c'est que les FANC sont là pour, avant tout, protéger le territoire et sa population. Alors, pas de la même façon que les gendarmes, mais c'est vraiment de protéger le territoire et sa population. On est au service de la population. On est au service de la population, et ça doit être bien clair dans l'esprit de tout le monde. Et sachez que nous y mettons tout notre cœur. Les unités qui se relaient, etc., elles sont vraiment là pour ça, au service de la population. Avant de débuter, je voudrais quand même rappeler quelque chose qui me paraît important.
c'est l'engagement opérationnel des armées françaises. Parce qu'ici, en Calédonie, bon, on est à peu près 2000, mais l'engagement opérationnel des armées françaises, c'est 30 000 PAX, 30 000 personnels qui sont engagés en opération à l'étranger, sur le territoire national, dans les DOMCOM, ou qui sont en alerte. Et il y en a effectivement en opération 7 500, principalement à Barkhane, au Mali, où ils sont plus de 5 000. Et ce que je voulais dire, c'est que hormis les Américains, personne n'engage un tel volume de force. On est les seuls à être aussi engagés dans le monde. Donc ça, c'est des choses quand même que je voulais dire parce que voilà, l'effort que font les armées, c'est un effort colossal. 30 000 personnes qui sont déployées, c'est pas rien quand même. Donc 30 000 personnes sur l'ensemble des armées, autour de 260 000 personnes, et l'ensemble des militaires, puisqu'il n'y a que des militaires qui sont déployés, c'est 200 000 personnes. Voilà. Donc pour vous donner quelques chiffres. Nous sommes une armée professionnelle de projection. Donc le service militaire voilà, n'existe plus depuis 1996. Nous sommes une armée de projection destinée à faire la guerre, destinée à être engagée. Donc là aussi, il ne faut pas se méprendre sur nos missions. Les missions anciennes des armées, qui avaient aussi un rôle social au travers du service national, bah, c'est fini ça. On est une armée de projection. Les politiques l'ont voulu et nous préparons à être engagés sur des conflits durs. Voilà. Pour finir cette petite introduction, j'ai aussi une pensée pour nos militaires calédoniens qui sont en métropole ou en opération. Et ça me fait plaisir de voir qu'ici, il y a d'anciens militaires calédoniens qui sont devenus chefs d'entreprise. Noël, bonjour. Et qui se reconvertissent bien d'ailleurs. Mais voilà, j'ai une pensée pour eux parce que je peux vous dire que les militaires calédoniens, que ce soit Kanak, Wallis, Caldoche, etc., c'est des super soldats. Moi, j'en ai eu dans mon régiment. Et je suis toujours lié avec eux, y compris ceux qui sont retournés en Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai une pensée toute particulière pour eux aujourd'hui parce qu'ils font un super boulot et c'est vraiment des gens très, très efficaces. Voilà, alors après cette petite introduction, non, je n'ai pas mis de mon côté. Voilà, je voudrais... alors j'ai fait un petit plan, donc je vais vous présenter un peu le dispositif, vous parler un peu des missions, de ma zone de responsabilité de coopération et puis après je rentrerai dans les aspects socio-économiques. Voilà. Alors... Pour commencer, je voudrais quand même vous parler de mon dispositif avec quelques chiffres clés. Les FANC, en gros, c'est 2000 personnes. Donc ces 2000 personnes, c'est 1500 militaires, dont environ 40% sont ce qu'on appelle des MCD, des gens qui sont en mission de courte durée, et donc qui sont relevés tous les 4 à 6 mois. Voilà. Et puis 950 permanents qui sont là entre 2 et 4 ans. Tout dépend de la mission qu'ils ont, etc. Voilà. Il y a 200 personnels civils du ministère des Armées, donc ils font partie du dispositif. Et puis j'ai la très grande chance, d'avoir 330 réservistes. Et la réserve, ici en Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment une réserve plurielle. La réserve, c'est un creuset social tel qu'on voudrait qu'il soit en Calédonie, où il y a des gens de toutes les ethnies, et de toutes les races, et c'est vraiment quelque chose qui marche bien, toujours au service des armées. Il y a 4 composantes, des composantes traditionnelles. Donc de la gauche vers la droite, on a la Tontuta, avec la base aérienne, avec 2 CASA, 3 Pumas et 2 Gardians. Les Gardians, ce sont des avions de surveillance maritime, pour surveiller la zone économique exclusive. Ensuite, on a une base navale avec un certain nombre de bateaux. Effectivement, la Nouvelle-Calédonie est une île, et donc son insularité fait qu'on a besoin et d'avions et de bateaux. Donc on a une grosse frégate. On avait jusqu'à quelques jours 2 patrouilleurs de haute mer, P400. Il y en a un qui est en cours de désarmement, donc on n'en aura plus qu'un pendant 2 ans. Et après, on en aura à nouveau un autre qui va arriver. Bon. On va avoir une petite réduction temporaire de capacité, mais ça ne va pas être très long. Voilà. On a un bâtiment de soutien, le BSAOM, bâtiment de soutien et d'appui outre-mer. Et puis on a la vedette d'Umbea, qui est la vedette de la gendarmerie maritime. Et puis on a de la batellerie. Voilà. Ensuite, sur la droite, on a notre RIMAP NC,
digne descendant des volontaires du Pacifique, 550 personnes, 3 compagnies de combat, et puis 2 compagnies de plus de soutien, maintenance, etc., basées à Ploum et à Nandaï. Donc on est aussi, voilà, on est sur deux pôles. Et puis pour soutenir tout ça, il nous faut des services qui traitent généralement justement avec les entreprises, parce que c'est eux qui nous soutiennent, c'est eux qui passent les marchés. Et donc tous ces soutiens sont vraiment focalisés, concentrés sur Nouméa. Voilà, il y a environ 600 personnes. Je n'oublie pas le RSMA. Le RSMA n'est pas sous ma coupe en temps de, on va dire, de paix, mais en gestion de crise. Il passe directement sous mon contrôle opérationnel. Et pour l'opération liée au Covid, qu'on a appelée l'opération Résilience, le RSMA était sous mon contrôle opérationnel pendant les 2 mois qu'a duré la crise. Donc le RSMA mène sa propre vie. Il est dans un rôle de formation professionnelle, mais en cas de crise, il passe sous mon contrôle. Voilà donc pour le dispositif et les quelques chiffres qui peuvent vous intéresser. Alors, bien évidemment, et c'est ce qui vous intéresse aussi, ici, nous avons un certain nombre de missions, mais je voudrais quand même me focaliser sur les missions de souveraineté. Nous avons des missions d'abord de présence. Alors, de présence vraiment physique. Les TEP, c'est ce qu'on appelle les tournées en province, c'est ce que David a appelé les tournées en tribu. On fait par an 50 tournées en tribu, où avec les gens des tribus, on mène un projet commun. Ça peut être couler une dalle, refaire des bâtiments, etc. On mène un projet en commun. Nous, on amène le savoir-faire et les muscles et les bras. Et la tribu nous nourrit, nous éduque à la culture kanak et nous enseigne, etc. Et donc, il y a vraiment un jeu gagnant-gagnant d'échange très fort. Et pour nos petits, là, en ce moment, j'ai des gens de Brive-la-Gaillarde qui ont fait 2 TEP récemment à Kouawa, qui ont été médiatisés. Vous avez peut-être vu ça il y a 15 jours, 3 semaines. Et pour le petit jeune de Brive-la-Gaillarde, faire 1 semaine dans une tribu à Kouawa, c'est super. Et je peux vous dire qu'il en revient avec des étoiles plein les yeux. Et voilà, c'est ce jeu gagnant-gagnant. On fait ça aussi à Wallis et Futuna, puisqu'à Wallis et Futuna dépend de ma zone. Donc, on fait aussi de ces tournées de présence à Wallis et Futuna. Voilà. Donc, des missions de présence importantes, essentielles, pour la bonne intégration sur le territoire. Ensuite, la surveillance de la ZEE, police des pêches, protection des côtes, etc. Ça correspond quand même à 310 heures de vol avec mes avions par an et à 210 jours de mer. Donc c'est pas rien quand même, c'est pas rien. Et je peux dire aujourd'hui que la ZEE, donc la zone économique exclusive qui entoure la Calédonie et celle de Wallis et Futuna aussi, elle est vierge de tout Blue Boat. Il y avait des Blue Boat en 2017, vous vous en souvenez. Là, je peux vous dire qu'actuellement, je sais que c'est vierge parce qu'on a en plus un satellite qui permet de surveiller et de faire des images instantanées, etc. Donc, voilà. Mais une mission très prenante, mais c'est pour garantir effectivement cette souveraineté de la ZEE et interdire la pêche illicite. Voilà. Ensuite, on a des postures d'alerte qui sont importantes, des postures de défense militaire, on est prêt à intervenir au cas où, et puis des postures de défense civile sur des alertes classiques, des alertes de pollution, de plan organisation des secours, etc., etc., et cyclonique, bien évidemment. Et je voudrais juste un petit peu rentrer dans ces missions d'alerte duale. On travaille principalement au profit du gouvernement et du haut-commissaire. Et en termes de défense civile, on fait environ 70 missions par an. Et quand c'est des missions qui sont au profit du gouvernement ou du haut-commissariat, c'est fait sur demande de concours. Moi, je ne suis pas aux ordres du haut-commissaire ou du président du gouvernement, je suis aux ordres de mon chef à Paris. Et donc, il y a une demande de concours qui est faite. Est-ce que l'armée peut nous filer un coup de main? Si on peut faire, on fait. Mais on est quand même dans une logique de dernier recours. Il y a quand même des moyens civils qui peuvent faire des missions. Donc nous, on est vraiment dans une logique de dernier recours. Parce qu'on coûte cher aussi. Je rappelle, non, vous ne le savez pas, mais 1 heure de Puma, pour faire une Evassan, c'est 17 000 €. Donc ça a un coût aussi. Voilà, donc il faut faire attention à ça aussi. Donc au profit du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, en 2019, on a fait pas mal d'interventions de neutralisation d'explosifs.
La Calédonie a encore beaucoup d'explosifs dans les mers et sur terre. On est beaucoup intervenu aussi sur les feux de forêt, hein, voilà, avec un certain nombre de missions de Puma. On a fait des missions de search and rescue, de sécurité maritime, et puis des Evassan. On en a fait une dizaine, donc ça fait 24 heures de Puma, ce qui n'est pas anodin. Et là, depuis le début de l'année, on en a fait beaucoup aussi, parce qu'il y a eu un petit problème avec Air Alizé, etc. Enfin bon, et donc on a fait pas mal d'interventions aussi. On était à plus de 10 en moins de 6 mois. Et puis du soutien spécifique pour le Haut Commissariat. Bon, voilà, je vous laisse lire, mais on travaille vraiment en main dans la main avec la gendarmerie, avec Christophe. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il y a eu des problèmes à Bélep. Et donc, pour pouvoir acheminer les gendarmes, on a fait 4 rotations Puma. Et on travaille vraiment ensemble, main dans la main, parce que lui n'a pas de... Enfin, il a 2 moyens aéromobiles, mais qui sont quand même plus limités. Moi, j'ai les Puma un peu de contenance plus importante, plus des CASA. Donc, on travaille vraiment ensemble. Et je suis vraiment en soutien de son action. Voilà. Alors ensuite, je voudrais vous parler un petit peu relations internationales. En tant que ComSup, j'ai une zone de responsabilité qu'on pourrait comparer à une zone de coopération. Et dans cette zone de coopération, eh bien, j'ai 9 pays à traiter, à gérer, qui sont des pays d'inégale importance, mais chacun a son importance quand même. Donc, j'ai d'un côté, on va dire, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec lesquels j'entretiens d'excellents rapports, et puis d'autres, ce qu'on appelle les Pacific Island Countries, hein, donc les PICS, avec lesquels aussi on a beaucoup de partenariats et d'échanges. Sachez qu'à cause du Covid, actuellement, les relations internationales militaires sont gelées, malheureusement, mais on travaille, on espère que ça va reprendre vite, mais je pense que ça ne reprendra pas avant 2021. Mais voilà, mais on travaille beaucoup en virtuel, on a pas mal de séminaires, etc. Mais c'est vrai qu'on n'est pas là, il n'y a pas d'échange physique, quoi, hein, voilà. Et donc, sur ma zone de responsabilité, j'ai aussi bien évidemment Wallis et Futuna. Et voilà, pour aller au plus loin, ça me prend quand même 5 jours de mer en bateau ou 5h30, 6 heures de casa. Donc concrètement, aux extrémités de ma zone, il y a Wallis et Futuna. S'il y a un cyclone à Wallis et Futuna ou un tsunami, moi, il me faut 5 jours de mer pour y aller, ou 6 heures de casa si les pistes sont disponibles. Et sur Futuna, la piste, c'est pas simple, hein. Donc, il suffit que le vent soit de nord pour que je pose pas, ou que voilà. Donc vous voyez, il y a quand même des vraies élongations qui sont une caractéristique de la zone. Et alors, voilà, pour vous dire un petit peu, pour vous détailler un petit peu ce qu'on fait. On a vraiment, depuis le discours du président à Garden Island et puis ensuite à Nouméa, donc en 2018, on a vraiment augmenté les relations internationales, notamment avec l'Australie. Moi, il y a 15 ans, j'étais là. Avec l'Australie, on avait des relations de voisinage. Aujourd'hui, nous avons des relations d'amitié fortes, hein, et donc, les relations, elles sont vraiment exponentielles. On voit bien que la préoccupation majeure des petits pays, c'est bien le risque aujourd'hui pandémique, mais c'est aussi le risque climatique, le risque lié aux catastrophes naturelles. Et ici, les petits pays, ils n'ont pas de moyens ou d'ambition, entre guillemets, d'avoir des ennemis, ils n'ont pas d'ennemis. Hein, il y a des Chinois, il y a des Américains, il y a des Australiens, etc. Ils accueillent tout le monde. Ils n'ont pas la volonté d'avoir d'ennemis. Ils accueillent tout le monde, mais eux, leur préoccupation principale, c'est: que vais-je faire face au prochain cyclone? Que vais-je faire face au prochain tsunami? Aurais-je les moyens de me protéger? Serais-je assez résilient? Etc. etc. Et c'est ça qu'il faut qu'on prenne en compte. Nous, les FANC, on n'est pas là pour préparer la guerre ici dans le Pacifique Sud, ça n'a pas de sens. Nous, on est là pour préparer le prochain cyclone ou le prochain tsunami en liaison avec ces pays. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle une coopération de résilience. On essaye de développer la résilience de ces pays. Voilà. Sachez aussi que dans le Pacifique Sud, il y a un vrai retour des puissances, et des puissances, les États-Unis, etc. Je pourrais y revenir lors des questions. Et puis, on a un expansionnisme chinois qu'il faut aussi qu'il faut souligner. On pourra y revenir lors des questions si vous voulez. Et donc, comme je l'ai dit, la matérialisation de l'axe Indo-Pacifique, tel que voulu par le président de la République, c'est bien un rapprochement très fort avec les Australiens. Voilà. Je passe un petit peu dans le vif du sujet.
Je voudrais vous parler des FANC dans la société calédonienne. Alors les FANC, ce sont 1500 militaires et 200 civils, je vous l'ai déjà dit, 330 réservistes. D'ailleurs, j'en profite, il y a sûrement des chefs d'entreprise ici, vous avez sûrement peut-être des réservistes. Sachez qu'il y a un problème d'égalité de traitement avec la métropole, parce qu'en métropole, des réservistes, ils peuvent faire 8 jours gratis c'est inscrit dans le Code du travail, suite à une convention entre le ministère des Armées et le MEDEF. Et ça, c'est inscrit. Donc pour les entreprises de plus de 200 personnels, ils ont le droit à 8 jours. Et pour les plus petites entreprises, donc de moins de 250 personnels, ils ont le droit à 5 jours cadeaux. Ici, ce n'est pas le cas. Donc moi, je me bats pour qu'il y ait égalité de traitement pour nos réservistes. Les familles, on a environ 750 conjoints, près de 1200 enfants. Donc voilà, j'ai fait une petite projection. Ça fait en gros 8 classes de maternelle, 14 classes de primaire, 11 de secondaire. Bon, ça fait du monde, quoi. Hein. Ça fait du monde. Donc, globalement, voilà, c'est pas neutre. La communauté militaire, FANC, hein, c'est 4000 personnes, en gros, avec les familles. Et ce qui est plus préoccupant pour moi, c'est que moins de 50% des conjoints ont un emploi. Il est sûr qu'il n'est pas facile d'avoir un emploi quand on vit à Ploum, même si on peut se déplacer sur la Calédonie. Sur Nouméa. C'est encore moins facile à Nandaï. Mais voilà, moi je lance des appels. Je sais qu'il y a une préférence locale, ça n'a pas changé depuis 15 ans. Mais j'ai des conjoints qui ont des vraies spécialités, qui ont des vraies compétences, qui n'existent pas nécessairement ici. Donc j'ai une structure spécialisée qui s'appelle Défense Mobilité, que vous connaissez peut-être, et qui est en recherche, enfin qui travaille au profit des conjoints, qui recherchent un emploi. Et donc, si vous avez besoin de compétences particulières, on peut peut-être trouver la compétence. Voilà. Donc, 50% des conjoints qui travaillent, alors qu'en métropole, c'est 75%. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un taux de chute assez important. Voilà. Sur la formation, David l'a dit, en fait, chaque année, on a près de 1100 jeunes qui reçoivent, de près ou de loin, mais plutôt de près, une formation militaire. 600 au SMA, hein, voilà. Il y a 200 réservistes qui font des formations initiales de réserve ou alors des préparations militaires découvertes. Et il y en a plus de 300 qui s'engagent dans les armées. Voilà. Donc ça fait en gros entre 20 et 25% d'une classe d'âge qui rejoint les armées, sans compter les gendarmes, ça fait encore plus. Et ça fait 40% d'une classe d'âge Kanak. Hein, donc c'est pas, vous voyez, c'est pas neutre. Voilà. Donc et tous ces gens-là, ensuite, ils acquièrent un savoir-être transposable dans les entreprises, parce que, hein, moi j'en parlais quand il était encore président du MINEF, avec Daniel Oshida, hein, qui me disait, moi ce que je recherche, c'est du savoir-être. Et ces gens sont formés, ils se lèvent le matin, etc., etc. Ils essayent d'être ponctuels. Donc voilà, n'oubliez pas tous ces gens-là qui peuvent vous être utiles aussi. Et puis bon, le SMA, hein, quelques chiffres, 50% d'emplois durables. Et puis la troisième compagnie, à Bourail, le 1er juillet 2020. 75% sont recasés et environ 50% d'emplois durables. Ensuite, le lien social. J'entretiens une quarantaine de conventions avec des associations. J'ai décidé de rentrer dans le dispositif des travaux d'intérêt généraux à partir de cette année. Alors le Covid a un petit peu stoppé ça, mais moi je suis prêt à prendre des jeunes qu'il faut recaser ou qu'il faut rééduquer dans mes emprises pour leur faire des travaux divers et variés. Mais je pense que c'est absolument nécessaire que je sois présent sur ce créneau. Voilà. Et puis on a des classes défense, des chantiers jeunesse pour que les jeunes puissent travailler à notre profit, mais tout en étant un petit peu formés, des rallyes citoyens à la base navale, etc. Enfin voilà, on a beaucoup de choses. Hein, il suffit de demander. On peut sûrement trouver quelque chose pour vous ou pour les gens qui travaillent pour vous. Alors, maintenant, je voudrais vous parler un petit peu d'impact économique. Voilà. Alors, en fait, j'ai un petit peu mélangé investissement et fonctionnement. Enfin, non pas mélangé, mais voilà, parce que on a de l'investissement, mais on a surtout du fonctionnement. Donc, si vous regardez le total, hein, injecté directement dans l'économie calédonienne, c'est 5,3 milliards d'investissement direct ou de fonctionnement en moyenne. Hein, en 2018, c'était 5,3 milliards, oui, c'est ça. En 2018, c'est plutôt 6 milliards. Ensuite, c'est monté à 7, attendez, non, je dis des bêtises là.
Je confonds investissement et fonctionnement. Là, vous avez la part du fonctionnement et de l'investissement. Mais voilà, moi, ma contribution directe, c'est en gros 5,3 milliards, 5,5 milliards par an. Voilà. Et vous avez ensuite le détail des principaux postes. Les baux. Nous avons 400 logements que nous prenons à bail. 400 logements baillés. Donc les baux représentent pour nous un vrai investissement. 400 logements, on en a 800 au total de logements, 400 baillés, 400 domaniaux donc qu'on gère directement. Donc voilà, secteur agroalimentaire, on est autour de 500 millions de CFP et le BTP, on est à 1,3 milliard environ. Ensuite, j'ai la masse salariale. La masse salariale, il y a deux styles de masse salariale. Celle qui est payée directement en Nouvelle-Calédonie, donc c'est 2 milliards de CFP par an. Et puis les paiements réalisés par la métropole, c'est ma solde. Et là, c'est 7,6 milliards. Et même en 2019, ça sera un petit peu plus, puisqu'on est autour des 68 euros. Donc on est autour de 8 milliards. Donc concrètement, moi, si je fais la somme des investissements plus de la masse salariale, je considère qu'on contribue à hauteur de, enfin en gros, entre 13 et 15 milliards par an, soit environ 1,3, 1,5% du PIB. Puisque le PIB il est à 1000 milliards à peu près. Voilà. Bon, j'ai lu récemment que la SLN contribue à hauteur de 17 milliards. Bon, voilà, on est à peu près dans les ordres de grandeur de la SLN. Voilà. Et puis, là-dessus, je n'oublie pas, et je ne l'ai pas compté, mais je pense que c'est une vraie manne aussi, les pensions des anciens militaires. Quand Noël touche sa pension, il la reçoit de la mère patrie, mais il l'injecte dans l'économie. Donc, on a aussi les pensions. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et les pensions, voilà, on n'est pas très loin des 4 milliards. Donc, voilà, aux 15 milliards que je dis, on peut rajouter près de 4 milliards aussi. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qu'on injecte. Alors, ensuite, je voudrais faire quelques focus, parce que c'est ça qui vous intéresse. Donc, moi, j'ai une direction du commissariat qui passe les marchés et qui m'en soutient et qui est vraiment dans une logique de passation de marché, etc. Donc, pour ceux qui sont intéressés, sachez que les procédures d'achat à venir, eh bien, c'est les marchés d'entretien d'espaces verts, des fournitures de pays, des locations et maintenance de photocopieurs, de l'approvisionnement en denrées alimentaires, des vérifications réglementaires, etc. Vous trouverez tout ça sur le site Place. Voilà, vous avez, et puis vous avez aussi l'adresse, bon, mais vous la connaissez sûrement mieux que moi. Je voudrais faire aussi un petit focus sur la dématérialisation de la facturation Chorus. En fait, nous, on essaye vraiment de dématérialiser parce que finalement, on est vraiment dans l'efficacité. Si vous dématérialisez vos factures, eh bien, vous gagnerez du temps en termes de délai de paiement. 7 jours versus 30 jours en format papier ou mail. Donc on gagne du temps. C'est tracé dans le logiciel Chorus. Et puis on peut se déplacer. On a des référents, nous, Chorus, et on peut se déplacer pour former les services comptabilité des entreprises, pour pouvoir mieux travailler ensemble. On a des pros qui sont capables de faire ça. Donc je lance un appel. Si vous voulez vraiment dématérialiser, on peut vous aider à dématérialiser et on sera tous gagnants sur cette affaire. Faire un petit focus aussi sur ce qu'on appelle les délais globaux ou le délai global de paiement. L'armée paye bien et vite, puisque nous, notre délai global de paiement, il est autour de 15 jours. Je n'ai pas voulu inscrire les chiffres des administrations de la Nouvelle-Calédonie, parce que je pense qu'ils sont un peu plus importants, et je ne voulais vexer personne. Mais nous, l'État, en gros, c'est 18 jours, et nous, c'est 15 jours, et puis on essaye de viser encore le plus bas possible, quoi. Voilà. Donc, vous savez que quand vous avez émis la facture, et si tout se passe bien, 15 jours après, en gros, vous êtes payé, quoi. Ce qui est quand même important en termes de trésorerie, il n'y a pas trop de pertes. Voilà. Donc ça, c'était aussi un petit message à faire passer. Alors ensuite, je voudrais, et puis j'en finirai par là, j'ai aussi un poste de dépense important, c'est tout ce qui est investissement de ma direction des infrastructures. Je vous l'ai dit, on a quelques beaux projets là. Et donc là, vous avez la flèche des investissements qu'on fait chaque année.
En 2022, on aura un gros investissement à faire, c'est le quai des patrouilleurs outre-mer. On va avoir des... Je vous ai dit qu'on recyclait nos vieux patrouilleurs et qu'on en recevrait des beaucoup plus modernes à partir de 2022. Et donc, pour recevoir ces patrouilleurs, il va falloir qu'on crée des quais. Et ces quais, le quai, c'est... Enfin, on n'en fait qu'un d'ailleurs, mais c'est plus d'1 milliard de francs CFP. Donc là, il y a un beau marché à passer. Hein, alors, je sais qu'il y a déjà des entreprises qui sont sur le coup. Mais sachez que, voilà, récemment, c'était en 2020. Alors, c'est un marché pluriannuel, mais on a aussi un gros marché qui est le centre de restauration unique de Ploum. 800 000 CFP. 800 000, oui, 800, enfin 0,8 millions de CFP. Milliards, pardon. 800 millions de CFP, oui, excusez-moi. 800 millions de CFP, donc, sur ce centre de restauration unique. Donc, on a de vrais investissements en termes d'infrastructures. Alors, voilà un petit peu des exemples. Je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai surligné ce qui était supérieur à 100 millions. Voilà, mais à Bourail, on va pas mal investir pour améliorer le casernement. À Ploum, on va pas mal investir aussi. À Chalex aussi, donc sur Nouméa. Voilà, bon, vous avez la liste. Hein, moi, je laisserai le PowerPoint. Hein, voilà. Mais ça, c'est des investissements qu'on veut faire avec la date prévisionnelle de l'appel d'offres à votre droite. Donc, voilà, vous avez l'information. Ça, c'est pour 20. En 20, on a encore, en termes de maintenance, on n'est plus dans l'investissement, on est dans la maintenance. On a des accords cadres, travaux menuiserie à hauteur de 580 millions de francs Pacifique. Bon, voilà. Hein, vous avez quelques éléments. Et puis en 21, eh bien en 21, on a ce gros marché hein, de la base navale Chalex, donc construction d'un quai pour l'accueil des patrouilleurs outre-mer. Ça sera plus d'1 milliard. Donc là aussi, il y a peut-être des choses intéressantes à prendre là-dedans. Voilà. Alors, je voudrais juste finir aussi parce que je me suis fait engueuler par les gens qui travaillent dans les systèmes d'information. On a aussi des marchés en termes de systèmes d'information. On a des notifications de marché sur la fibre optique nationale, sur ce qu'on appelle la FON. Ça sera un marché qui sera passé pour 1 an, renouvelable 5 fois par tacite reconduction et qui s'élève à 36 millions de CFP par an. On a aussi la rénovation et la modernisation d'infrastructures de desserte sur les emprises militaires, 77 millions de CFP par an, la modernisation des faisceaux hertziens, etc., etc. Enfin, voilà. Alors, ce que je voulais dire pour finir, j'espère n'avoir pas été trop long, ce que je voulais dire, c'est que, quelles que soient les échéances référendaires, quelles que soient les décisions qui sortira des urnes, l'armée, ici, s'inscrit dans le temps long. Vous le voyez bien. Les investissements qu'on fait, ce n'est pas des investissements de gens qui vont partir demain, quoi. Hein, nous, on s'inscrit dans le temps long. Parce que sur les quais, par exemple, j'aurais pu très bien... j'avais 2 options. Soit je faisais des quais amovibles, que je peux démonter très facilement, et puis je pars avec s'il se passe quelque chose. Ou alors je fais des quais en dur. Et moi, j'ai pris la décision de faire des quais en dur, bon, avec Paris, bien évidemment. Hein, je ne prends pas la décision tout seul. Mais voilà, nous, on s'inscrit dans le temps long. Et donc, nous investissons en Nouvelle-Calédonie et nous avons vraiment à cœur de continuer à investir. Donc, vous pouvez compter sur nous. Comme je vous l'ai dit, on paye rapidement. Et puis, on a encore vraiment des marchés à faire passer pour aider les entreprises à la mesure de nos moyens et de nos ambitions, bien évidemment. Mais voilà, on est vraiment dans une logique d'investissement qui n'est pas prête de se tarir. Voilà le message que je voulais faire passer. Je vous remercie de votre attention et puis on pourra passer aux questions après. Voilà. Bien, cher David, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver dans cette salle magnifique. Bravo à la CCI. Je salue l'ancienne présidente, avec qui nous avons initié d'ailleurs le partenariat. Nous étions venus la rencontrer pour aborder le problème effectivement de tout ce qui était cambriolage des locaux de service, enfin des locaux commerciaux. Ça devenait un sujet et je reviendrai sur ce sujet. Une présentation donc pour les FANC, donc forces armées comme vous l'avez appelé, et gendarmerie. Alors, petite histoire, nous sommes une force armée, d'ailleurs nous étions subordonnés
au ComSup. Franck est le ComSup. Nous étions subordonnés comme il y avait un ComTerre, un ComAir, un ComMarine et un ComGende. Voilà. Et puis nous avons rejoint le ministère de l'Intérieur tout en conservant le statut militaire. Donc nous avons encore des liens très forts avec le ministère de la Défense pour tout ce qui est formation initiale, chancellerie, c'est-à-dire les récompenses, les punitions, le soutien de l'homme, c'est-à-dire que c'est le soutien santé de Franck qui suit l'ensemble des personnels. Mais notre autorité aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur, qui a récemment changé, et bien sûr le haut-commissaire. Voilà. Donc nous n'avons plus de lien de subordination avec Franck Barrera, mais nous sommes camarades de Chem, puisque nous avons fait ensemble le Centre des hautes études militaires il y a quelques années de cela. Voilà. Alors ma présentation portera sur notre organisation. Je ferai un petit focus sur la délinquance pour que vous ayez un ordre de grandeur, et puis j'aborderai ensuite nos investissements sur le territoire. Quel est l'apport de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Et enfin, je soulignerai les quelques partenariats que nous avons avec les entreprises et partenariats qui doivent encore s'accroître, évidemment. Alors, notre organisation, nous sommes 541 personnels qui sont affectés sur le territoire, enfin 546, dont 40% d'originaires. Donc vous voyez, le gendarme, il y a 40% sont des Calédoniens de toutes origines. Et puis nous sommes renforcés. Alors ça, ce sont des gens qui sont en séjour. Ça va de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis nous sommes renforcés tous les 3 mois par 350 gendarmes mobiles qui tournent régulièrement et qui ont fait l'objet d'une certaine médiatisation il n'y a pas longtemps en raison, bien sûr, de certains cas légèrement positif, voilà, n'est-ce pas? Et puis toutes les difficultés de faire arriver sur le territoire ces personnels. Vous pouvez remarquer que donc, sur ces effectifs-là, nous en avons 260 qui sont dans les unités territoriales, c'est le découpage. Donc ce sont vraiment des gens qui produisent de la sécurité sur le terrain. Les 350 gendarmes mobiles sont également sur le terrain, donc produisent immédiatement de la sécurité. Et puis nous avons 111 personnels qui sont répartis dans des unités très spécifiques et qui, elles aussi, produisent de la sécurité. Donc en fait, on a vraiment une force armée tournée vers la production de sécurité auprès des citoyens. Alors, on peut dire que nous avons sur la province sud essentiellement et la province des îles, la compagnie de Nouméa qui compte 132 personnels. C'est la plus grosse compagnie et c'est elle qui constate le plus de faits. C'est 70% de mon chiffre d'affaires en délinquance. C'est la province sud plus les îles Loyauté. Les îles Loyauté, c'est très peu de délinquance. Ensuite, le reste de la province sud, c'est ce qu'on appelle la compagnie de la foi qui, elle, est compétente de Boulou-Paris à Bourail et sur la côte est de Tio, Kanala, Kwawa. Et puis au nord, la province nord est découpée en deux dans le sens de la longueur. Nous avons ce qu'on appelle la compagnie de Koné. Ça part de Poya jusqu'à Wegwa. Et puis la compagnie de Poindimier qui, elle, part de Wailou et qui monte jusqu'à Puebo. Voilà. Donc effectivement, pour une épouse d'un gendarme à Puebo, c'est très difficile de trouver du travail, je vous le confirme. Voilà. Et puis nous avons des unités spécialisées, donc l'antenne GIGN, 36 personnes qui sont sur le Grand Nouméa, qui sont prêtes à intervenir essentiellement sur des cas de forcenés ou des interpellations un peu délicates qui nécessitent un savoir-faire. Nous avons des spécialistes dans la tranche haute de la lutte contre la criminalité, ça s'appelle la section de recherche. Donc c'est toute la criminalité organisée, la criminalité financière, les homicides, tout ce qui va aux assises, c'est traité par la section de recherche. Nous avons le groupement interrégional qui lutte, elle, contre la délinquance financière. C'est mixte, c'est-à-dire que nous avons des gendarmes, des policiers. Normalement, nous avions un douanier. Bref, ils travaillent sur essentiellement le patrimonial. Donc certains chefs d'entreprise, parfois, sont amenés à rencontrer des gens du GIR. Nous avons la brigade de prévention de la délinquance juvénile, 2 antennes, une à Nouméa, l'autre à Koné. Ils interviennent et rencontrent tous nos élèves de 5e pour leur mettre la petite graine dans la tête sur leur responsabilité, leur citoyenneté, sur
la cyberharcèlement. Bref, c'est encore en 5e qu'on a des enfants qui sont réceptifs sur le discours de la lutte contre la délinquance. Une brigade nautique avec la Malawi, qui est basée à Nouméa, qui permet d'intervenir, on va dire, jusqu'à l'île des Pins. Nous avons un peloton à cheval qui est un époux, il est relativement peu connu. Il sert essentiellement à faire des nomadisations sur l'ensemble du territoire, à détecter des plantations de cannabis essentiellement, et ensuite on repasse derrière pour arracher. 2 brigades motorisées, l'une à Koné, l'autre à Nouméa. Une brigade de gendarmerie des transports aériens qui est à l'aéroport, c'est tout le respect des règles aéronautiques. Je vous déconseille de monter dans des ULM d'ailleurs. Je n'ai jamais vu autant d'accidents d'ULM qu'ici. En 3 ans, j'ai quand même eu 5 accidents avec 5 morts. Je vois cet engouement touristique autour de l'ULM. Enfin, je déconseille réellement de faire de l'ULM ici. Enfin, j'en profite, hein, puisqu'on a énormément d'affaires quand même sur les ULM. Voilà. En revanche, nous avons 2 magnifiques hélicoptères, dont un armé d'une caméra qui nous permet d'avoir des images de jour comme de nuit. C'est un formidable outil. Et puis le centre d'appel du 17, c'est 17 personnels, H24, 7 jours sur 7. Quand vous faites le 17, ça tombe chez nous. J'ai oublié de préciser, nous sommes compétents sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie, sauf Nouméa. Donc partout où vous allez, on a en général, vous allez le voir, une brigade par commune, et partout où vous allez, vous êtes sous la responsabilité de la gendarmerie. Alors comment nous sommes organisés? C'est juste pour montrer, nous avons à peu près une brigade par commune, à l'exception de Moindou, Saramea, Farino. C'est la brigade de la foi qui s'en occupe. Et puis on va dire à l'exception du Mont d'Or, puisque nous avons 2 brigades, l'une à Plume, l'autre à Pont des Français, nous en avons 2. Et puis à Lifou, nous avons 2 brigades. Nous avons un poste à Bélep, mais ce n'est pas vraiment une brigade permanente. Oui, heureusement qu'on a quelque chose à Bélep, parce qu'il se passe souvent des choses. Et puis à l'île des Pins, une brigade. Alors, qu'est-ce que c'est ce petit rond avec des chiffres? À gauche, vous avez le chiffre du gendarme qui est affecté en séjour. Et à droite, vous avez le chiffre du gendarme mobile qui vient le renforcer. Donc vous pouvez remarquer que nous avons quasiment que des micro-brigades de 4 militaires gendarmes territoriaux et de 4 gendarmes mobiles. Le ratio en métropole, c'est 1 gendarme pour 1000 habitants. À Pouébou, on ne devrait avoir que 3 gendarmes. À 3 gendarmes, vous ne fonctionnez pas. Donc déjà, vous êtes obligé d'augmenter cet effectif et de le renforcer. Par ailleurs, les élongations sont telles par rapport à Nouméa qu'on est obligé d'avoir des effectifs d'intervention répartis sur l'ensemble du territoire. En résumé, ici, vous avez 3 gendarmes pour 1000 habitants. Vous avez 3 fois plus de gendarmes rapportés à la population qu'en métropole. Donc vous n'êtes pas oubliés en termes de sécurité. Ce que je disais sur les petites communes, bien sûr, on est dans une autre logique sur le Grand Nouméa. C'est là où, en fait, en délinquance, on est sur de la délinquance périurbaine. Et là, on a effectivement, Dumbéa, 35 000 habitants, on a bien 31 gendarmes, plus 7 GM qui les renforcent. Païta, 19 gendarmes, plus 5 GM qui les renforcent, 25 000 habitants. Et le Mont d'Or, c'est 30 000 habitants, c'est ça, c'est 19 plus 5, et auquel on rajoute les effectifs de Plume, 12 GT plus 2. Donc on retrouve sur le Grand Nouméa des ratios que l'on connaît en métropole. Il y a quelques unités qui viennent renforcer ce qu'on appelle les pelotons de surveillance et d'intervention, à Koné, La Foi et Nouméa. Ce sont des unités qui, elles, ne font que de l'intervention. Elles ne sont pas là pour constater des cambriolages et l'autre. Elles font que de l'intervention. Donc vous avez vu que les gendarmes mobiles étaient en partie saupoudrés dans les brigades. Et puis, on a quand même une partie des gendarmes mobiles qui sont, eux, regroupés dans ce qu'on appelle des détachements de surveillance et d'intervention. Et aussi, ils ne sont pas là pour faire constater des cambriolages, ils sont prêts à intervenir s'il se passe quelque chose d'un peu plus dur, en fait, être réactifs en termes d'ordre public. Ce sont des petits DSI à 8. Bien sûr, on les met sur les coins les plus, on va dire, les plus chauds, Canala, Thio, Koumak, ça nous permet d'intervenir plus au nord, Poindimier, Bourail. Et puis sur le Grand Nouméa, on n'est plus du tout sur des effectifs de 8. C'est là où on concentre nos forces de gendarmes mobiles. Donc avec 5 escadrons, 350 GM,
j'ai la majorité de mes effectifs qui sont bien sur le Grand Nouméa, avec à la Tontouta une trentaine de gendarmes qui en plus sont en mesure de mettre en œuvre des blindés. Vous pourrez on le verra tout à l'heure. Et puis donc 12, un gros DSI à Païta également, 57 ils sont à la caserne de Normandie qui s'occupe de Dumbéa, de Pont des Français, et enfin 9 à Ploum. Voilà. Donc un effectif des ratios supérieurs à la métropole et en plus avec une capacité d'intervention qu'on ne connaît pas en métropole. Jamais en métropole, vous verrez des groupements de gendarmerie, ce qu'on appelle en métropole des groupements, qui ont des renforts permanents de gendarmes mobiles. Ici, c'est lié d'abord à l'éloignement, bien sûr, vis-à-vis de la métropole, mais également à l'histoire et à l'exigence en termes d'ordre public. Nous sommes en tête des agressions sur les forces de l'ordre. Cette année, on a été dépassé par la Guyane, c'est tout. C'est-à-dire qu'on a subi 160 caillassages à l'année. Bon, c'est la Guyane qui est passée devant nous, donc on est vraiment particulièrement exposé. 2019, il n'y a eu qu'un seul tir, mais en 2018, on s'est fait tirer dessus 18 fois quand même. Voilà. Donc on fait partie des forces les plus exposées de l'ensemble de la gendarmerie nationale. Voilà. Alors quelle délinquance? 9000, nous sommes délinquants général, c'est-à-dire on prend l'ensemble des faits. On est à 9100 faits en 2019. En 2020, on en aura moins. Donc on continue à baisser. En fait, on a suivi la courbe de la population. Beaucoup disent, oui, la délinquance a explosé. Lorsqu'on fait l'historique de l'évolution de la population et de la délinquance en Nouvelle-Calédonie, on voit que la pente de la population correspond tout à fait à la pente de l'augmentation de la délinquance. Il n'y a pas d'explosion. Voilà. Ça, c'est le premier constat. Dans cette délinquance générale, on va avoir 40%, ce sont des faits de violence qui ne sont pas crapuleuses, sous l'emprise de l'alcool. Et puis, une énorme partie, ce sont les atteintes aux biens, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Où est-ce qu'on trouve cette délinquance? Alors, plus c'est foncé, plus il y a de faits, et évidemment, c'est le Grand Nouméa qui concentre la majorité des faits. Donc, on est à peu près à entre 66 et 70% des faits. La part des mineurs dans la délinquance générale, quand on prend l'ensemble des faits, eh bien, c'est 22%. En métropole, on est à 18%, la part des mineurs. Bon, il n'y a pas gros écart. Taux de résolution, on a 62% de nos faits qui sont élucidés. 2 faits sur 3. En métropole, on n'est qu'à 40% sur la délinquance générale. Donc ici, on va dire que la partie judiciaire est quand même relativement facile. On a facilement du renseignement et on arrive facilement à résoudre nos affaires. La problématique qui vous intéresse le plus, ce sont les cambriolages. On a à peu près 1400 cambriolages. La moitié des cambriolages, un peu moins de la moitié, concernent soit des locaux professionnels, soit des locaux associatifs, soit des écoles. D'accord ? Donc on est à peu près à 700 faits de cambriolage dans des locaux qui ne sont pas des résidences personnelles ou secondaires. Sur les faits qui concernent donc les LAPA, locaux associatifs, professionnels ou activités, la moitié, ce sont des commerces. D'accord ? Donc, 1400 faits, ce sont les cambriolages. 700 faits, ce sont des locaux qui ne sont pas des résidences. La moitié, 350 faits, ce sont des locaux commerciaux. C'est-à-dire, c'est vous. Hein, voilà. Ces cambriolages, eh bien, on les trouve essentiellement, bien sûr, sur le Grand Nouméa. Et là, vous voyez la part des auteurs. On a presque un auteur sur 2 est un mineur. Alors, on peut le regarder de 2 manières, ce chiffre, quand on parle de mineur. Ben, ça veut dire que le mineur qui fait des bêtises quand il est mineur, finalement, quand il devient majeur, il arrête. Sinon, on aurait un flux permanent et la part des mineurs s'écraserait au fur et à mesure. Ce n'est pas le cas. Donc, ce sont souvent des cambriolages d'opportunité parce que c'est facile d'accéder, parce qu'il y a une fragilité dans dans vos ouvertures. Et puis, le préjudice est souvent... Le préjudice est plus fort que le butin. C'est-à-dire qu'en termes de dégradation, ça va être catastrophique pour vous. Et ils vont partir avec un paquet de chips, les bouteilles d'alcool qu'il y avait dans un des meubles. Voilà. Donc, il y a vraiment un déséquilibre entre le butin et le préjudice du commerçant. Et ça, c'est vraiment regrettable. Ça ne donne pas lieu ensuite à de la revente ou à du recel. C'est consommé sur place, c'est même souvent abandonné.
maintes fois, on a retrouvé le matériel informatique 200 mètres plus loin. Voilà. Donc, oui, il faut se protéger. Et c'est pour ça qu'on avait initié nos démarches pour renforcer toutes les mesures de sûreté et que la province Sud s'est engagée dans le financement des mesures parce que c'est un vrai souci. Voilà. Taux de résolution en cambriolage, 42% 95. Aujourd'hui, en 2020, on est à 45%, donc on progresse encore. En métropole, on est à peine à 20% de résolution sur les cambriolages. Donc c'est vraiment, ici, les auteurs, on les arrête. Il n'y a pas de souci. Enfin, pour moi, c'est du judiciaire facile. Après, ce n'est pas parce que je les ai arrêtés qu'ils sont neutralisés et qu'ils ne recommenceront pas. Hein, moi, je m'arrête à l'interpellation, j'amène les preuves devant la justice, et puis après, ça ne relève plus de moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on apporte combien coûte la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie? Budget de fonctionnement, c'est 600 millions. Alors, on va avoir dedans à la fois les fluides, l'essence, l'électricité. On va avoir aussi les loyers là-dedans, la réparation des véhicules, etc. Donc, voilà le budget. En investissement en véhicules, depuis 2 ans maintenant, on achète nos véhicules ici. Sauf les véhicules spécifiques, c'est-à-dire des véhicules qui sont blindés. Ça, il y a encore des arrivages en métropole. Donc, là aussi, on fait tourner le marché calédonien à travers l'achat. On achète une vingtaine de véhicules par an. En immobilier, on ne fait... Voilà, on est à... C'est 1 million, c'est ça, 1 900 000. C'est pas énorme comme investissement. Alors, en fait, je voulais vous citer 2 exemples très parlants. Ce sont les communes de Dumbéa et du Mont-d'Or qui se sont lancées, elles, dans des constructions de casernes. La gendarmerie investit à peu près 220 000 € par gendarme à loger. 220 000 €. Donc un projet de caserne comme on peut en avoir, c'est entre 700 millions de CFP jusqu'à 1 milliard. Ce n'est pas nous qui investissons. La mairie construit, elle a 25% de subvention, et nous, on lui rembourse 6% de la valeur par an, sous forme de loyer. Voilà. Donc, toutes les mairies n'ont pas les reins assez solides pour se lancer dans cette aventure. On en a une qui a été la première, c'est Boulou Paris. Ensuite, actuellement, sont en train d'être construites celle du Mont-d'Or à Boulari et puis celle de Dumbéa. Et notre projet demain, alors demain c'est l'horizon d'ici à 4 ans, c'est de construire à Païta et à la fois. Donc ce sont des budgets qui sont sur une immense caserne comme ça, entre 700 millions et 1 milliard. Voilà, ce sont nos projets actuellement en termes d'immobilier. La masse salariale, donc des gens qui sont affectés ici, dans nos 500, on est sur voilà, donc j'ai combien 3,5 milliards. Les gendarmes mobiles. Alors, je n'ai pas compté la masse salariale des gendarmes mobiles, mais en revanche, quand ils viennent ici, ils touchent une surrémunération. Donc, c'est vraiment le coût généré par la revenu en gendarmerie. Et en général, cette surrémunération, elle est dépensée dans des loisirs sur le territoire, quand même. Elle est bien consommée, quand même, ici. Voilà. Donc, c'est 1 milliard. Ensuite, eh bien, tous les gendarmes mobiles ont une prime d'alimentation qu'ils dépensent entièrement sur le territoire. Les repas, c'est entre 2500 et 3500 en fonction de la zone où ils se trouvent. Donc 350 gendarmes mobiles à nourrir tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça rentre dans les caisses, soit de petites échoppes, il y a des conventions, jusqu'à des grosses entreprises qui alimentent. Aujourd'hui, c'est par exemple l'Instant Traiteur qui s'occupe d'alimenter une certaine partie de nos mobiles qui sont en quarantaine. Voilà. Et puis bien sûr, les billets à Air Calin, voilà, bon, c'est pas neutre. Voilà. Pardon. Ah, alors, je dois faire retour peut-être, au secours. Je clique sur ce ici, ça devrait être bon, allez-y. Pardon, ouais, je vois pas. Autant pour moi. Voilà, donc ça c'est le chiffre global, merci beaucoup, excusez-moi. Donc c'est la moitié
c'est la moitié de la somme que tu as annoncée tout à l'heure, Franck. Hein, c'est ça. On est sur 6,3 milliards. Rapporté à la population dans ma zone de gendarmerie, je coûte 35 000, c'est ça, 35 000 francs par tête par an, c'est-à-dire 100 francs par jour. La sécurité du Calédonien, en dehors de Nouméa, c'est 100 francs par jour par tête d'habitant. Voilà. Alors, on pourrait faire un débat, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher? Bon, celui qui se fait cambrioler, qui ne retrouve pas ni ses affaires ni l'auteur, il trouve que c'est très cher. Ça, c'est évident. Voilà. Maintenant, c'est une assurance tout risque parce que derrière cette mission de sécurité, on fait énormément de missions de secours. On va chercher des personnes qui sont perdues. On fait des évasans également. Lorsque toutes les routes sont coupées, on est les seuls à pouvoir franchir certaines zones. Le référendum ou les élections, c'est nous avec le concours des fonds qui ramassons les plis, recomptabilisons, ramenons ça. Voilà. Donc, c'est quand même une machine à tout faire. Et je pense que la sécurité mérite bien 100 francs par tête d'habitant. Voilà. C'est à peu près le coût que l'on retrouve en métropole. Donc, il n'y a pas de surcoût. Voilà. Alors, quelles sont nos relations avec la Chambre de commerce et d'industrie? Nous partageons la délinquance, le bilan de la délinquance. Et là, vous avez donc les chiffres par commune du nombre de cambriolages dans les commerces. Voilà. Donc, on a fait le classement. Voilà. Donc, Dumbéa 50, ça en fait quasiment un par semaine. Le Mondeur également. Païta un peu moins. Puis ensuite, on chute en nombre de faits par an. Voilà. On met à votre disposition un personnel qui s'appelle le référent sûreté. Il est à votre disposition, d'abord pour vous sensibiliser de manière collective sur les mesures de sûreté à prendre, et parfois il y a des choses très simples pour éviter d'être cambriolé dans vos commerces. Mais également, il peut se déplacer pour faire des diagnostics de sûreté, soit sur des zones commerciales avec plusieurs commerces, ou bien individuellement à votre demande. Voilà. Bon, on en a quand même fait 53 en 2019 en diagnostic de sécurité, de sûreté. C'est pas mal. Voilà. On le fait aussi avec des scolaires. On participe au dispositif de vidéoprotection en lien avec les mairies, ou bien sur certaines zones. Voilà, des diagnostics de vidéoprotection. Voilà. Donc, M. Barré est parti. Il rejoint Saint-Martin et on attend son successeur au mois d'août. Donc, on a un nouveau référent sûreté qui arrive. Il y a l'équivalent dans la police nationale, à Nouméa également. Donc, vous demandez, vous avez quelqu'un qui est en mesure de se déplacer pour faire un diagnostic de sécurité. C'est gratuit. Un dispositif qui nous tient à cœur, bien sûr, c'est le dispositif SMS Alerte Commerce. Ça nous permet, dès que nous avons connaissance de la réalisation d'un cambriolage dans un LAPA, un locaux d'activité professionnelle ou commerciale, et bien de tout de suite de faire un SMS dans la zone pour que vous receviez ce SMS sur votre portable pour dire attention, à tel endroit il y a un cambriolage, peut-être qu'il faut que je regarde ce qui se passe dans mon local, en particulier la nuit, pour savoir si je ne suis pas moi-même victime d'un cambriolage. Voilà. Donc voilà le nombre d'alertes. Eh bien, on est passé de 2 en 2017 à 123 en 2019. C'est donc ça a bien pris. Le financement, David vous en reparlera. Pour moi, je ne sais plus qui paye. Les mairies. Voilà. Donc, il suffit d'adhérer au dispositif. Vous avez un SMS et de faire le 17 quand vous êtes cambriolé. Voilà, tout simplement. Et ça permet d'informer les autres commerçants. Voilà, j'en ai terminé. Et nous restons donc à votre disposition pour les différentes questions. Voilà. Hop. Bonsoir. Brice, je suis gérant d'une société dans l'Internet mobile. Je voulais savoir si vous aviez un contact pour des possibilités de partenariat, mais dans les loisirs, pour tout ce qui est les forces mobiles. Comment on fait pour parler de ce qu'on fait à ces gens-là? Comment on peut s'adresser à eux? Un mail, un téléphone? Merci. Oui,
Ça passe tout simplement par mon secrétariat. Vous envoyez un mail et nous, on a une liste de diffusion qui permet de contacter tous les gendarmes mobiles sur leur adresse mail perso pour qu'ils soient informés d'un événement sportif. C'était ça l'esprit de votre question, c'est ça? C'est pour faire... Un événement sportif, mais par exemple, nous, on aide les gens qui sont de passage sur le territoire à avoir accès à Internet de façon très simple. Et on a déjà des clients chez vous. Oui. On aimerait savoir comment mieux passer l'information. Et même question pour les forces armées avec les 450 personnes qui sont en rotation tous les 4 mois. Donc le mail à mon secrétariat, moi je le retransmets au colonel qui suit tous les mouvements des gendarmes mobiles et l'information redescend naturellement. Merci beaucoup. Voilà, et moi, il faut, en fait, l'intégrateur de tous ces informations, ces marchés, c'est vraiment la direction du commissariat. Hein, voilà, donc je pourrais vous donner l'adresse, mais c'est eux qui intègrent tout ça. Voilà. Bonsoir. Est-ce que dans l'axe Indo-Pacifique, est-ce que une base militaire plus conséquente, en tout cas avec qui peut accueillir les forces alliées de la zone, peut être envisagée et est envisagée? Une base française ou... Bon, actuellement, sur l'axe Indo-Pacifique, sur les petits pays, il n'y a pas de, pour l'instant, de projet de base, même si on voit bien que nos amis chinois utilisent souvent ou voudraient construire des infrastructures à vocation duale, c'est-à-dire économique, mais quand on fait un quai de 900 mètres de long et en eau profonde, ça peut servir aussi pour un bâtiment de guerre. Donc il y a une dualité qui fait que voilà. Sur l'accueil, enfin sur une base, oui, il y a les bases australiennes. Il y a des bases australiennes qui peuvent accueillir beaucoup de monde. Notamment, il y a des forces, enfin on appelle ça rotational force, à Darwin, par exemple, où il y a des Marines américains qui viennent, etc. Mais il n'y a pas de projet, que je sache, de grande base. Alors, je rappelle que l'axe Indo-Pacifique, hein, tel qu'on l'a décliné, c'est donc Paris, New Delhi, Canberra. Et puis nous, en fait, ici, il y a bien la Nouvelle-Calédonie, il y a Wallis et Futuna, et il y a la Polynésie aussi, hein, qui sont aussi dans ce Pacifique. Donc, il y a des possibilités d'accueil aussi en Polynésie. Elles sont plus limitées à Wallis et Futuna, mais voilà. La France compte dans le Pacifique. Il y a trois points d'appui. Et grâce à ça, on a notre mot à dire aussi. Et on est partie prenante du Pacifique Sud. On est vraiment partenaire au sein du Pacifique Sud, quoi. Voilà. Mais sur ta question, non, il n'y a pas de grosses bases, hormis les bases australiennes et néo-zélandaises, quoi. Comment ? Pour l'instant, non, mais le port de Chalex, il est quand même pas énorme, quoi, hein. On aurait dû faire l'exercice Croix du Sud en mai 2020. L'exercice a été annulé pour cause Covid. On avait 18 bâtiments étrangers qui devaient arriver. Chalex aurait été plein comme un œuf, mais il y a quelques gros bâtiments qu'on aurait dû mettre au mouillage à l'extérieur du port, du Pank. On ne pouvait pas accueillir tout le monde, hein, donc non, pour l'instant, non. Et je ne pense pas qu'il y ait de projet en la matière. Bonjour, Jean-Marc Saturnin, agent immobilier dans le Nord. Donc, d'abord, merci du partenariat qu'on a avec l'armée et la gendarmerie, puisque vous impactez économiquement dans la zone. Par contre, sauf erreur dans les présentations que vous venez d'effectuer, je n'ai pas vu beaucoup d'investissements dans le Nord pour les années à venir. Deuxième question, et parce que j'ai la parole, voyez-vous ou prévoyez-vous un renforcement du personnel, tant du côté gendarmerie ou de l'armée, dans la zone province Nord et principalement l'axe Poya-Kumak? Très bien. L'essentiel de nos casernes sont effectivement des casernes domaniales. Je vous ai parlé de projets qui étaient portés par des maires qui avaient effectivement la volonté de lancer des investissements effectivement dans le Nord.
On n'a pas ça. On a sur la mairie de Waialou quand même un projet d'un bâtiment pour uniquement accueillir les familles, pas les locaux de service, qui pourrait être construit par la mairie, on va dire, collé à la brigade actuelle. C'est le seul projet de gros investissement qu'on ait dans le Nord. Voilà. Pour quelle raison, je ne sais pas. Voilà. À Connay, on a bénéficié d'une résidence de la SIC qui était abandonnée ou non occupée, ce qu'on appelle Green Acre, qui correspondait tout à fait aux critères d'une caserne. Donc on a levé le doigt, on s'est dit mais ça nous intéresse. Et actuellement, on a une trentaine de logements qu'on investit et en fait, on baptise ça caserne. Donc on a bénéficié d'un ancien investissement. C'est la seule grande avancée qu'on a eue dans le Nord. Les évolutions des effectifs, en 3 ans, on a eu plus de 50 personnels en gendarmerie. En termes d'affectés, plus 50, c'est énorme, c'est 10% des effectifs, grâce aux différents comités des signataires qu'il y a eu en 2017-2018. Plus 30 en 2017, plus 12 en 2018 et plus 7 encore là. Voilà, donc je pense que le rythme va se ralentir. Pourquoi? Parce que notre population n'augmente pas en Calédonie. Je vous ai parlé du ratio, un gendarme pour 1000 habitants. On augmente les effectifs progressivement en suivant l'évolution de la population. Eh bien, notre population n'augmente plus. On risque peut-être d'avoir des transferts d'effectifs pour venir sur le Grand Nouméa, qui est quand même le point d'attraction de la population, mais je ne pense pas qu'on ait des grosses évolutions d'effectifs. Y aura-t-il un transfert de population du RRSMA de Koumak vers celui de Nandaï? Bon, alors vous avez bien vu que notre dispositif FANC n'est pas orienté vers le nord. Donc nous, on s'arrête à notre limite nord, c'est Nandaï. Bon, après, il y a le RSMA donc, qui est à Koumak et à Connay. Je ne sais pas s'il y a des programmes d'investissement immobilier actuellement. Je ne crois pas. Hein. Voilà, on a un logement, enfin on a un parc qui est voilà. Il n'y aura pas de... Non, c'est une création... Bourail, c'est une création d'unité. Hein, donc, parce que certains avaient peur qu'on dépeuple le Nord pour... voilà, non, c'est pas comme ça. C'est bien une création supplémentaire qui va donner lieu à une offre supplémentaire. Hein, voilà. Donc, c'est ça qui est important. Et c'est bien un rééquilibrage entre le Nord et le Sud. Sur l'évolution des effectifs, nous, alors, on n'a personne dans le Nord, mais je ne dirais pas qu'on augmente les effectifs, je lui ai dit qu'on les stabilise. Parce que les effectifs, suite à des réformes en interne du ministère des Armées, étaient à la décroissance outre-mer. Et finalement, avec le discours du président sur l'axe Indo-Pacifique, on a redécouvert quand même les vertus des points d'appui qui sont dans le Pacifique, dans l'océan Indien, etc. Et donc, pour l'instant, on a une stabilisation des effectifs. On espère remonter un petit peu, mais ça ne va pas être énorme, quoi. Voilà. Mais on n'est plus dans une tendance baissière. On est plutôt sur une tendance stabilisatrice, voire haussière, mais à quelques effectifs près, quoi. On ne va pas avoir un surge énorme. Voilà. J'ai oublié de parler de la maison d'arrêt de Connay, qui effectivement va accueillir à peu près une centaine de familles à travers les administratifs, les surveillants. Donc là, ça va quand même continuer à booster la plateforme. Et il y aura sûrement des transfèrements judiciaires et peut-être qu'on aura quelques effectifs pour faire les translations entre Connay et Nouméa. Donc ça va être l'effet levier qu'on aura. Je pense que la maison sera livrée en 2022. Donc on aura peut-être un petit cliquet d'effectifs à ce moment-là. Bonsoir, monsieur. Pour rester dans l'axe Indo-Pacifique, il y a quelques années, la Marine nationale proposait aux entreprises calédoniennes de promouvoir leurs services ou produits sur vos 2 navires. J'avais moi-même effectué une présentation de produits. C'est plutôt efficace en termes de répercussions quand vous vous déplacez avec la Marine nationale. Et dans le cadre de nos actions de prospection, c'est vraiment chaque année, c'est selon le bon vouloir du Pacha. Et je pense qu'il serait intéressant de pouvoir, sur le long terme et avec la philosophie du président de la République, l'axe Indo-Pacifique, de pouvoir, sur 5-10 ans, permettre aux entreprises calédoniennes de pouvoir promouvoir leurs services et produits sur vos missions régionales.
sur vos navires. Parce qu'effectivement, ça a un impact tout de suite en termes de notoriété, de sérieux, etc. Voilà, Maxime. En train de me dire que là, en fait, le navire serait le VRP du commerce calédonien. Non, c'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas sûr qu'on soit... Enfin, je suis un peu étonné par ce que vous me dites. C'est-à-dire que, par exemple, si on va faire une patrouille à Fidji ou au Salomon, etc., on prendrait avec nous des VRP et... Non, c'est ça que vous me dites? Tout à fait ça, et c'est vrai, en fait, ça a déjà existé 2013 Guam, 2015 Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et en fait, le Pacha, en fonction de son intérêt pour le développement économique des entreprises, propose sous forme de sponsoring, donc sous forme d'accompagnement pour vos buffets, etc. Et la contrepartie, c'est effectivement pouvoir inviter les entrepreneurs extérieurs à venir sur le navire pendant un cocktail pour faire la promotion des produits et services calédoniens. D'accord, mais c'est plus proposé maintenant. C'est en fonction du Pacha. Oui, c'est en fonction du Pacha et c'est peut-être en fonction aussi de la réglementation, non? Parce que là, il y a peut-être un petit problème aussi de concurrence déloyale ou non? Enfin, je sais pas. Enfin, moi, j'en ai jamais entendu parler et je suis même assez surpris, si vous voulez. Enfin, je veux dire, un navire de guerre, c'est pas. C'est un navire de guerre. C'est un navire de guerre. Regardez comment les Américains fonctionnent. Ils sponsorisent à travers la mise à disposition de navires, etc., leur propre financement. Et je vous dis ça parce que ça a fonctionné il y a quelques années. Et je m'enseignerai parce que c'est assez intéressant et je suis un peu surpris quand même parce que c'est la première fois que j'entends ça. Le Pacha était dans les clous. J'étais même à bord du navire. D'accord. Non, mais je vais voir. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, donc je vais regarder parce que si c'est tombé en désuétude, c'est qu'il y a peut-être eu des consignes ou. Mais j'en ai jamais entendu parler, donc ok. Merci. Bonsoir. Merci déjà pour la présentation. C'était intéressant, les deux d'ailleurs. J'ai appris beaucoup de choses. Je vais rester sur le même. Bon, je ne veux pas parler d'événementiel, moi, pour le coup, mais c'est un peu la même chose. Mais vous avez parlé tout à l'heure, j'ai deux questions. La première, c'est lié à vos activités donc, dans le Pacifique, sur les îles du Pacifique. Effectivement, comme on l'a dit, nous, on ressent beaucoup qu'il y a les Chinois, les Australiens, beaucoup. On est souvent en concurrence avec eux. Et on a du mal, de temps en temps, la première, c'est pour savoir où on peut trouver les informations sur justement les liens que vous avez, parce que des fois, pour nous, c'est bien de dire, bah oui, la France est présente, on fait des choses, l'armée est encore là, je pense au Vanuatu et à Fidji, parce qu'on y est souvent. Donc ça, c'est ma première question, où trouver l'information. Et la deuxième, c'est un problème que j'ai actuellement, d'ailleurs. Je voulais savoir, typiquement, parce que vous parlez des problèmes climatiques. Donc là, on est sollicité, avec le problème du Covid, on est sollicité typiquement par le Tuvalu. J'essaie de donner un exemple concret, mais par le Tuvalu, qui a des problèmes avec son dessalement qui est tombé en panne. Et en gros, si dans un mois, il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'eau sur les Tuvalu. Donc on essaye de dépanner à distance. Il y a le problème du matériel à livrer. Et donc là, normalement, ils ont sollicité l'ambassadeur à Fidji et à l'Europe. Et je voulais savoir dans quelle mesure ça peut revenir vers l'armée, en Calédonie, qui est proche. Est-ce que des missions comme ça existent aussi au sein de l'armée? Voilà, merci. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que effectivement, on pouvait être sollicité donc par l'État, quel que soit le ministère. Donc là, ça serait plutôt le ministère des Affaires étrangères pour remplir des missions. Mais notre critère de choix, c'est de savoir si nous sommes le dernier recours ou pas. Est-ce que ça ne peut pas être fait par DHL? Est-ce que ça ne peut pas être fait par un livreur particulier, etc. Nous, parce que là, il y a un problème finalement de concurrence. On peut très bien nous dire, non, mais vous avez fait ça, mais moi, j'aurais pu le faire. Une entreprise de transport, etc., peut nous dire qu'elle aurait pu le faire. Donc là, on peut se faire taper sur les doigts et même attaquer. Et puis, il y a cette notion d'ultima ratio que nous, on veut vraiment conserver. Mais s'il n'y a pas d'autre solution, on peut le faire. On est intervenu dans l'urgence au Vanuatu lors de Harold. On a amené 2 tonnes de fret humanitaire et ensuite 11 tonnes un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Donc nous l'avons fait. Donc après, il faut passer par le ministère des Affaires étrangères ou par le Haut-Saria, sachant que Tuvalu n'est pas dans ma zone, quand même. C'est pas dans ma zone. Non, mais voilà, j'ai des petits pays, mais j'ai pas Tuvalu.
jusqu'à Fidji. En fait, Fidji peut Oui, voilà. aller desservir Tuvalu. Oui, Donc, oui, en oui. fait, là, la question, c'est comment arriver, c'est pour ça qu'on a sollicité Fidji aussi, comment arriver à Et moi, je pense que voilà, c'est du domaine du possible, hein, mais là, il faut passer par le Haut-Saria. On ne m'active pas directement, hein. Ça passe toujours par, si vous voulez, la façade, entre guillemets, étatique. Et ensuite, moi, je suis un outil qu'on utilise. Voilà. Et votre première question, rappelez-moi, c'était... sur Oui. ce que vous avez déjà fait, que vous faites encore actuellement dans ces pays-là, parce que effectivement les Chinois, les Australiens sont très présents, Voilà. et on aimerait bien pouvoir nous aussi, quand on rencontre les ministres, quand on rencontre l'ensemble de nos clients, dire si on est là, il y a des choses qui se font en France. Là pour le coup c'est du commercial pour moi, c'est une vitrine, mais un peu le savoir français, et que la France, parce qu'on n'a pas le sentiment qu'on est là. Quand on va commercialement, je travaille dans un domaine public, donc je rencontre souvent des ministres. Oui, et bien sûr, oui. effectivement, j'ai pas le sentiment, en tout cas, j'ai pas l'information qu'on est là, quoi. Bon, je peux vous donner une adresse et un numéro de téléphone. Mais normalement, c'est des infos qu'on ne donne pas parce que de toute façon, nous, on travaille dans notre domaine qui est domaine militaire, si vous voulez. Donc, voilà. Oui, voilà. Mais on peut vous donner des informations quand même. Bonsoir, merci pour votre présentation. Donc Benjamin Forte, je suis gérant d'une société informatique. Donc j'ai une question notamment qui est relative au système d'information qui s'adresse à la gendarmerie et aussi à l'armée. Ma question c'est quelle est la part aujourd'hui du système d'information dans l'activité, dans le développement des forces armées et de la gendarmerie. Première question, c'est quelle est la part de l'autonomie des forces armées et des gendarmeries, de l'autonomie au sens système d'information en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'on peut faire en Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce que les entreprises calédoniennes peuvent faire? Qu'est-ce que c'est qui est du ressort de la décision de la métropole? Dans cet axe-là, selon vous, quelles sont les compétences qui manquent en Nouvelle-Calédonie et sur quoi on pourrait investir pour pouvoir capitaliser en local au lieu d'externaliser de la compétence en métropole? Et donc, de fait, avoir plus d'agilité, de réactivité et de développer plus de services à vos activités et métiers. Donc ça, c'est la première question. Et donc, dans cet axe-là, comment on pourrait faire pour rentrer en contact avec vous pour échanger? Est-ce qu'il y a un canal de communication qui existe? Et ma deuxième question qui n'a rien à voir, pour la gendarmerie, vous aviez évoqué, monsieur, j'ai oublié votre prénom, vous aviez évoqué des dépistages, enfin des tests gratuits pour les entreprises pour faire une évaluation de la sécurité. Dans ce cadre-là, je voulais savoir quel était le périmètre, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y avait des critères, est-ce qu'il y avait un périmètre qui était fait, et ce diagnostic, est-ce qu'à la fin il est sanctionné par un certificat ou par un compte-rendu qui peut être réutilisé pour des assurances ou pour des mises en conformité, quoi. Merci. Oui, concernant les diagnostics de sûreté, effectivement, on est très sollicité, donc on essaye de prioriser les zones qui sont les plus impactées par la délinquance, des zones d'activité commerciale. C'est une approche purement, on va dire, infrastructure. On va pas, il ne vous donnera pas des conseils sur la cybersécurité. Ça, c'est plutôt voilà, l'approche locale. Et ça donne lieu effectivement à un petit rapport, un petit compte-rendu où il y a quelques préconisations. Ce n'est pas un certificat. Après, vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez le choix de mettre en œuvre les mesures ou pas. Vous êtes tout à fait... C'est juste pour vous guider, pour vous accompagner. Pour les systèmes d'information concernant la gendarmerie, tout est centralisé au niveau de ce qu'on appelle le service STC carré, qui est le système de sécurité et système d'information du ministère de l'Intérieur. Alors, STC carré, c'est police et gendarmerie, c'est commun. Donc, toute évolution de notre réseau, des équipements, c'est centralisé. Il n'y aura pas d'achat local, très clairement. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, notre faiblesse, c'est le réseau VHF. On a un réseau radio qui est extrêmement daté. C'est un réseau outre-mer qui s'appuie sur 19 relais, qui est encore en analogique. On veut passer en numérique. Je pense que la direction attend une confirmation de l'avenir institutionnel de la Calédonie avant d'investir dans ce réseau. On sait que la sécurité civile, qui est quand même proche du ministère de l'Intérieur, va développer un réseau avec 40 relais basé sur du numérique. Donc voilà le genre de développement que demain on sera peut-être amené à faire, ou qu'en centrale à Paris, ils délègueront en disant « Ok, au niveau de la Calédonie, vous pouvez vous rapprocher de
de la direction de la sécurité civile pour développer ce système-là. Mais pour le reste, c'est tellement sécurisé, contrôlé qu'on ne délègue pas. Voilà. Bon, on est un peu dans cette logique aussi, parce que nous, on a des communications qui sont sécurisées, notamment avec les bateaux, les liaisons aériennes, etc. Voilà. Nous, ce dont on a besoin, et c'est un petit peu les marchés dont je vous ai parlé, c'est d'avoir de la redondance. On a besoin d'avoir de la redondance, et donc on a besoin de se plugger sur le futur câble machin, etc., etc. C'est ça qu'on a besoin, dont on a besoin, et c'est ça qu'on recherche et qu'on peut et qu'on nous délègue localement. Mais là, les marchés sont en cours déjà. Voilà. Et puis ensuite, la deuxième chose dont on pourrait avoir besoin, mais on fait ça quand même en régie, c'est une montée en puissance de la cyberdéfense, de la cybersécurité plus exactement, parce que pour l'instant, on n'est pas trop touché, mais les Australiens, ils se sont quand même pris une vague, il y a encore peu de temps, d'un pays au niveau très sophistiqué, qui n'a pas été nommément cité, mais dont on voit dont il s'agit. Mais voilà, si vous voulez, sur les SI, c'est comme la gendarmerie, tout vient de Paris. On a quelques, mais là aussi, on a une direction ici qui s'appelle la DIRISI, la direction interarmée des réseaux et des systèmes d'information, etc. On peut vous plugger avec elle et puis vous verrez. Voilà. Justement, nous, on travaille, on s'est posé la question, en fait, les systèmes d'information et l'approche que pourrait avoir une entité qui, dans le numérique, dans le Pacifique, n'est pas la même qu'en métropole. Il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas les mêmes interconnexions, les mêmes réseaux. Et donc nous, on a réfléchi à proposer des choses en ce sens déjà pour les entreprises et pour les entités. Et peut-être que sûrement dans ce cadre-là, ça serait intéressant de pouvoir partager ça au moins avec des contacts en métropole pour savoir qu'il existe des choses qui sont pérennes et sur lesquelles l'armée pourrait éventuellement s'appuyer, avec un périmètre restreint. Mais il y a toujours ce problème de sécurité de toute façon, de la fiabilité des solutions aussi. Et ça, voilà, il faut vraiment qu'on fasse attention. Et c'est pour ça que nous aussi, tout est géré quand même principalement depuis la métropole quand même. On a une certaine marge de manœuvre, mais là, après, on rentre dans la technique et je ne serai pas assez, expert pour pouvoir vous répondre. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je voulais savoir quel était le cycle de rotation des gendarmes mobiles. Et est-ce que en fait, toutes les casernes changent en même temps ou en fait, vous organisez un certain planning? Voilà, donc comme je l'avais expliqué, ça tourne tous les 3 mois. Cette année, de manière un peu exceptionnelle, il y a eu un déplacement qui a duré 4 mois et l'actuel va durer 2 mois. Vous voyez, donc ça va faire une moyenne. Après, il y a un rythme d'arrivée qui fait que normalement, sur 3 semaines, 1 mois, la relève a été complète. Les 5 escadrons n'arrivent pas tous dans 2 avions sur 2 jours. Ils sont obligés d'être un peu étalés. Qui plus est, avec la quarantaine à réaliser, ça va être un peu plus étalé dans le temps. Voilà. Et où est le service qui s'occupe justement de l'organisation de l'arrivée de ces gendarmes mobiles? C'est vous? C'est moi. En plus. Ouais, mais du coup, vos bureaux, ils sont situés où? Donc au pied de la cathédrale, ce qu'on appelle la caserne Meunier, c'est rue sur l'Eau. Bonsoir. Dans le cadre du développement durable et des réductions des émissions de CO2, je voudrais savoir s'il y a au niveau des FANC et de la gendarmerie un programme pour équiper les casernes et les bâtiments. Enfin, je sais qu'au niveau des bâtiments des FANC, on a déjà commencé à travailler avec vous, mais j'étais un peu étonné que sur les 2 casernes, enfin j'ai eu ma réponse à la suite de votre exposé, que en fait c'est pas vous qui les financez, c'est les communes. Mais je voulais savoir si dans le cadre des casernes que vous avez déjà en gestion, vous aviez un programme pour équiper en énergie renouvelable, parce que c'est quand même en Calédonie quelque chose qui est quand même très très intéressant financièrement pour faire des sources d'économie importantes au niveau des bâtiments, qu'ils soient habités en journée ou même la nuit. Tout à fait. Bon, d'abord, on équipe toutes nos casernes de chauffe-eau solaire. Ça, c'est déjà la première chose. En termes de production de panneaux photovoltaïques, je crois que sur Normandie, on a un projet d'équipement. C'est la plus grosse caserne de Nouméa. Il y a 100 appartements. Voilà.
Après, ça va être au rythme du budget. Hein. On n'est pas exemplaire dans le domaine, on part de très loin avec des habitations qui sont vétustes. On a des véhicules qui consomment beaucoup. Je suis conscient qu'on est décalé. Il y a au niveau du Haut-Sarrien un service dédié à cela, avec 3 personnels qui, avec l'ensemble des administrations de l'État, incitent pour qu'on investisse dans cette démarche-là. Le coût d'un véhicule électrique aujourd'hui ne me permet pas de me tourner vers cette solution-là, malheureusement. Je suis aussi gestionnaire de mon parc. Je ne peux pas me permettre d'acheter un véhicule électrique. Je le regrette et j'aimerais. Et puis je suis loin d'être exemplaire, ne serait-ce qu'avec mes rotations de mobile tous les 3 mois, j'en suis conscient, ou avec mes blindés qui font, j'ose pas te dire le nombre de litres au 100. Donc, mais c'est une question que nous nous posons réellement. On va dire c'est un système qu'on ne va pas pouvoir faire perdurer comme ça. Maintenant, ça nécessite un investissement. Toutes les nouvelles réalisations sont dans cette logique-là. Donc les mairies s'engagent. Hein, ça fait partie du cahier des chartes de nos nouvelles casernes. Mais on a un tel parc vétuste à côté que je suis loin d'être exemplaire dans ce domaine-là. Hein, je vais pas... Si je peux me permettre, au niveau des 2 casernes de Nouméa, enfin de Dambéa et du Mont d'Or, il n'y a pas de lot photovoltaïque. Il n'y a pas de, pardon ? Il n'y a pas de lot photovoltaïque. Non. Actuellement. Non, c'est du chauffe-eau solaire pour la partie haut et pour la production d'électricité, effectivement. Et c'est bien dommage. Oui, je sais bien. Non, mais... Bon, nous, on est dans une logique vraiment de développement, de développement durable. Nous avons dans chacune de nos emprises un chargé de prévention, mais qui peut être aussi chargé d'environnement. Donc cette notion d'environnement, elle est prise en compte. On a initié, et ça commence, alors ça commence doucement, mais ça commence la mise en place de véhicules électriques. Hein, ça y est, c'est parti. Et on va vraiment... on a vraiment envie d'investir là-dedans parce que finalement, sur Nouméa, on n'a pas besoin d'avoir des véhicules à moteur à propulsion, quoi, hein. Les liaisons font qu'on peut le faire. Et sur les constructions nouvelles, je ne sais pas si vous avez ausculté le futur CRU de Ploum, mais on est vraiment dans une approche dans une approche environnementale. Vous regarderez, alors je ne sais pas si la notion HQE ici est pertinente, mais on est vraiment dans une logique environnementale, oui. Environnementale et traditionnelle. Voilà. Bonsoir. Alors merci pour la présentation déjà. Je vais parler par rapport aux travaux parce que c'est ma partie. On a fait le Corg, la réhabilitation du Corg. On est sur le CRU aussi. Et je voulais savoir, est-ce que pour les entreprises calédoniennes, il y a une passerelle vers la Polynésie pour représenter, si on veut faire certains travaux en Polynésie, parce que c'est des corps d'État un peu spécifiques. Oui, mais nous, on n'a pas de lien avec la Polynésie. Enfin, moi, j'ai pas de lien, donc puis je pense qu'en Polynésie, il y a tous les corps de métier, voilà. Donc, si vous voulez, moi, je mutualise pas avec la Polynésie les corps de métier. D'accord. Hein, je mutualise pas. La Polynésie a ses propres entreprises. Ici, on est représenté. Enfin, toutes les entreprises, les corps de métier sont représentés. Donc, il n'y a pas de mutualisation, quoi. Ok, d'accord. Je demande ça parce que des fois, ils nous consultent pour certains produits, parce que la Calédonie a beaucoup plus pas de compétences, mais un peu plus de facilité pour certains produits. Voilà. Merci. Pour tous les marchés supérieurs à 45 000 euros, enfin pour toutes les sommes, les investissements plus de 45 000 euros, donc c'est la règle du marché. Si vous répondez à un marché en Polynésie, vous y avez accès. Et si en plus vous avez l'expérience d'une réalisation équivalente en Nouvelle-Calédonie, pour le choix de l'entreprise, ça peut être un atout, évidemment. Donc, merci à tous. On remercie le général Franck Barrera, le général Christophe Marietti pour ces présentations très intéressantes. Si vous avez besoin de mise en relation, ou vous les contactez directement, ou vous contactez la CCI et on fera le relais. Je souhaiterais remercier donc tout le monde pour votre présence
Et je retiendrai que les forces armées, donc l'ensemble des forces armées, y compris la gendarmerie, c'est l'équivalent de la SLN en Nouvelle-Calédonie, donc dans leur impact économique et sur un impact social et sociétal tout au moins aussi important. Donc merci à vous et merci à toutes vos équipes. Merci.